Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette deuxième partie sur les nombres complexes. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à regarder l'autre vidéo, euh, qui est la première partie. Si vous regardez ce cours sur YouTube et que vous n'avez pas encore vu le reste du cours de terminale, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net pour pouvoir regarder l'ensemble du cours. Donc si vous êtes étudiant, learnian.net est un site web sur lequel vous pouvez regarder des cours. Et si vous êtes prof, c'est un site web sur lequel vous pouvez partager vos passions, ou vous aussi vous pouvez mettre des cours en ligne. Donc je vais retourner maintenant au nombre complexe. Donc on avait vu qu'un nombre complexe était un couple de nombres réels, donc a virgule b. Et qu'on peut noter ça, z est égal à a plus bi. Ça on va appeler ça la forme algébrique de z. Bon. Le nom, c'est pas très important de le retenir. Par contre, on avait remarqué que A était égal à R cos θ et B est égal à R sinus θ. Avec θ, c'était l'argument de notre nombre z, et R, c'était le module de notre nombre z. Donc, module de z et argument de z. Et alors, on peut écrire z est égal à R fois cos θ plus I sinus θ. Et cette écriture, et c'est celle-là, enfin là faut retenir le terme, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique de z. Trigonométrique parce que ça utilise les fonctions trigonométriques. Donc vraiment là c'est juste que R cos θ c'est la même chose que A, et R fois sin θ c'est la même chose que B. Mais vraiment z on peut l'écrire des deux manières, et ça c'est vraiment pratique. Alors petite remarque, hein, le nombre z qui est égal à 0, donc le nombre nul dans les nombres complexes, le couple 0,0, n'a pas de forme trigonométrique, puisque pas d'argument. Donc pour trouver une forme trigonométrique d'un nombre complexe z non nul, il suffit de calculer son module et un argument, par exemple celui entre 0 et 2π, ou celui entre moins pi et pi par exemple. Voilà. Donc, petite remarque, hein, si z est égal à R fois cos θ plus I sinus θ, avec R plus grand que 0, alors R c'est le module de z, et θ c'est l'argument de z. Donc ça marche dans les deux sens. Hein. Si un nombre z s'écrit forcément peut s'écrire sous cette forme-là, et s'il est écrit sous cette forme-là, alors c'est R c'est l'argument, et R c'est le module, désolé, et θ c'est l'argument. Pourquoi c'est vrai? Bah parce que ça en fait ça va avoir un module de 1. Donc ça va être le module de z. Et ça va avoir un argument de 0. Donc ça va être l'argument de z. Je ne vais pas rentrer dans leur démonstration ici. En propriété sur les arguments. Alors ça c'est super intéressant. Si je prends deux nombres z et z' non nuls, on a argument de z fois z', c'est argument de z plus argument de z'. Donc on voit que multiplier de nombres complexes, ça revient à additionner les arguments et multiplier les longueurs. Alors ça c'est super intéressant. Argument de z sur z', c'est argument de z moins argument de z'. Argument de 1 sur z, c'est moins argument de z. Et argument de z puissance n, c'est n argument de z. Alors, tout ça modulo de pi. Alors vraiment, on peut vraiment penser au fait que maintenant, en fait, quand je suis en train de multiplier de nombres z, donc on avait vu pour l'addition, c'était comme additionner des vecteurs. Quand je suis en train de les multiplier, en fait, je vais prendre cet argument-là, plus cet argument-là, donc je vais être par là-bas quelque part, parce que ça va être un angle qui va faire comme ça, et la longueur, ça va être module de z fois module de z'. Donc ça va être assez génial. Donc voilà, moralité. Alors, je sais pas si... Voilà, moralité, pour multiplier deux nombres complexes non nuls, on multiplie les modules et on additionne les arguments. Donc les arguments, je rappelle, c'est un peu les angles quelque part. Pour diviser deux nombres complexes non nuls, on divise les modules et on soustrait les arguments. Donc ça c'est vraiment à retenir. Parce que géométriquement, ça parle. Donc notre multiplication qui avait l'air bizarre a priori, et ben là elle est finalement pas si bizarre que ça, parce que géométriquement elle veut dire quelque chose quand même. Alors maintenant définition, donc ça ensuite on va tout le temps noter les choses comme ça, et ça va être vraiment pratique. Pour tout réel θ,
on note e puissance i θ, le nombre cos θ plus i sinus θ. Donc e puissance i θ, c'est le nombre qui aura comme module 1 et qui aura comme argument θ. Donc voilà, petite remarque, module de e puissance i θ c'est égal à 1. Et argument de e puissance i θ c'est égal à θ modulo de pi. Alors par exemple, e puissance i fois 0, bah, c'est e puissance 0 qui fait 1. E puissance i fois pi sur 2, bon bah c'est cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2, ce qui fait i. E de i fois pi c'est moins 1. E de 2 i pi c'est la même chose que e de i0, c'est égal à 1. Et e de moins i pi sur 2 c'est égal à moins i. C'est l'opposé de e puissance i pi sur 2. Donc remarque, c'est finalement de ce qu'on disait avant. Un nombre complexe de module R et d'argument θ s'écrit alors R fois e puissance i θ. Parce que e puissance i θ ça représente juste le cos θ plus i sinus θ de tout à l'heure. Et cette écriture est appelée une forme exponentielle de z. Et c'est celle... Enfin, c'est sûrement la plus utilisée entre les trois. Enfin, je pense qu'il y a le a plus ib qui est très utilisé aussi. Mais le R fois e puissance i θ est vraiment très utilisé. Donc remarque le conjugué de e puissance i θ. Donc le conjugué c'était celui où on faisait une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Donc si on fait une symétrie par rapport à l'axe horizontal, ça veut dire que le module reste pareil. Mais par contre l'argument, on prend l'argument qui est opposé. Donc le conjugué de e puissance i θ, c'est super simple à écrire, c'est e puissance moins i θ. Est-ce qu'ils ont un cercle trigonométrique ici? Parce qu'en fait tous les e puissance i θ vont être sur le cercle trigonométrique. Alors, non, il n'y a pas de dessin ici. Mais pour donner une idée, je cherche un cercle. À la recherche du cercle perdu. Non, il n'y a pas de cercle. Bon. Ici, j'ai un cercle. Mon point M, il est sur un cercle. Imaginons que mon cercle, son rayon soit de 1. C'est-à-dire que module de z ici, donc où z c'est l'affixe de m, module de z serait égal à 1. Dans ce cas en fait on aurait qui serait z est égal à e puissance i θ. Parce qu'en fait tous les e puissance i θ c'est tous les nombres complexes qui sont sur le cercle unité et θ désigne l'argument. Donc vraiment on voit e puissance i θ il est là, e puissance moins i θ bah il est là. I c'est le nombre qui est là. Donc i c'est égal à e puissance i fois pi sur 2. Moins i il est là. Donc c'est e puissance i fois moins pi sur 2. Moins 1 il est là. Donc ça c'est égal à e puissance i pi. Et bon on retrouve bien le lien ensuite avec cosinus θ et sinus θ. Donc si ça c'est le cercle unité, bah e puissance i θ il est là. Son abscisse c'est bien cos θ. Son ordonnée c'est bien sinus θ. C'est-à-dire c'est le nombre complexe cos θ plus i sinus θ. Donc vraiment tous les e puissance i θ c'est vraiment les z qui sont sur le cercle unité. Et ensuite, n'importe quel autre nombre complexe z pourra s'écrire comme module de z fois un e puissance i θ, c'est-à-dire quelque part une longueur plus quelque part une direction, plus un angle quelque part. Voilà. Alors, quelques propriétés sur les θ et les θ'. En fait, pourquoi est-ce qu'on utilise la notation exponentielle? Et c'est ça qui est assez magique. C'est qu'en fait ça marche comme pour l'exponentielle des réels. C'est vraiment assez génial. On remarque que e puissance i θ fois e puissance i θ', et ben c'est e puissance i θ plus θ'. Donc on retrouve les mêmes règles opératoires quelque part, d'opération, que pour l'exponentielle sur un nombre réel, ce qui est assez génial. Et donc en fait on va ensuite pouvoir définir carrément une exponentielle sur tous les complexes, qui va étendre notre exponentielle sur les réels. E puissance i θ divisé par e puissance i θ', ça sera e puissance i θ moins θ'. Et e puissance i θ puissance n, où n appartient à r en fait, hein, c'est plus large que z, hein, c'est égal à e puissance i n θ. La démonstration est peut-être moins évidente, parce que, mais ça marche aussi. Alors, la notation exponentielle rend les calculs très simples. Par exemple, si j'ai z qui est égal à 3 fois e puissance i 3 pi sur 4, z' qui fait 7 fois e puissance moins i 2 pi sur 3, alors z fois z', je les multiplie entre eux, ben je multiplie les modules, 21, et j'additionne les arguments, donc j'additionne où je multiplie les exponentielles entre elles. Donc ça fait e puissance i pi sur 12, parce que 3 pi sur 4 moins 2 pi sur 3, ça fait
i pi sur 12. Et donc c'est vraiment une notation super pratique parce qu'en fait on voit que les exponentielles, en effet, quand on disait que quand on multiplie deux nombres complexes, c'est comme si on additionnait les arguments. Donc ici avec l'exponentielle complexe, on a bien cette règle opératoire qui est que quand on multiplie deux exponentielles, ça revient à additionner ce qui est dans les exponentielles. Et prendre l'exponentielle de ça. Alors... Alors maintenant on va introduire quelques nouvelles formules. Donc la formule de Moivre et la formule de l'heure. Et de l'air. Bon, les noms sont pas très importants à retenir. En fait, non, le plus important, c'est la formule de l'air déjà. En fait, on va remarquer, ce qui découle vraiment de la définition, c'est cosinus θ, c'est e puissance i θ plus e puissance moins i θ sur 2. Et sinus θ, c'est e puissance i θ moins e puissance moins i θ sur 2i. Alors ça, on repart sur la définition de cos θ et de sinus θ. On avait e puissance i θ, ça c'est cos θ plus i sinus θ. Ça c'est cos θ plus i sinus de moins θ. Or sinus de moins θ c'est moins sinus θ. Donc les deux sinus vont s'annuler, donc ça fait 2 cos θ. On divise par 2, ça nous donne bien cos θ. Donc ça c'est vraiment à retenir. Le cos θ, il y a un plus ici. Et le sin θ va y avoir un moins. Et il faut diviser par i. Parce que ici c'est cos θ plus i sinus θ. Ici c'est moins cos θ moins sinus de moins θ fois i. Donc ça fait sinus θ plus sinus θ, i fois sinus θ plus sinus θ divisé par 2i. Donc ça nous fait du 2i sinus θ divisé par 2i, ça nous fait du sinus θ. Donc ici, bien retenir, hein, le sinus θ, il y a un moins, et on divise par i, le cos θ, il y a un plus. Donc là, j'en avais parlé un peu quand on avait introduit les fonctions ch et sh rapidement, lorsqu'on parlait de l'exponentielle. On voit un peu un lien avec les fonctions ch et sh, c'est-à-dire cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Et en fait, à partir de ces deux formules, on va pouvoir, ce qu'on dit, linéariser les cosinus d'une façon presque très surprenante. Et qui va se faire très facilement grâce aux exponentielles. Alors comment est-ce qu'on va prouver les formules du dessus? Bon, c'est un peu hors programme, hein, mais c'est intéressant quand même, parce que ça montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec des exponentielles et l'intérêt. En fait, souvent les cosinus, si on peut passer en exponentielle, souvent ça peut faciliter les calculs. Donc utilisons les formes exponentielles. Cosinus θ plus i sinus θ puissance n, c'est e puissance i θ puissance n, ce qui fait e puissance i n θ. Ça c'est super facile à faire. Ce qui fait cosinus de nθ plus i sinus nθ. Voilà, là on a montré cette formule en deux équations, en deux égalités qui étaient super faciles. Tandis que prouver cette formule là autrement, ça serait sûrement très compliqué. Pour la deuxième formule, c'est la même idée, hein. Là on fait du... ici on a exponentielle de moins i θ à la place. Et donc exponentielle de moins i θ, d'une part c'est égal à cosinus nθ moins i sinus nθ, et d'autre part c'est égal à exponentielle de moins i θ à la puissance n, c'est-à-dire cosinus θ moins i sinus θ à la puissance n. Donc vraiment ça c'est assez magique, vraiment le lien entre le cosinus et l'exponentielle complexe, il permet de simplifier quand même des calculs de façon assez surprenante. Alors quelques exemples d'exos, ce serait par exemple si on demande de linéariser sinus cube θ et cosinus puissance 4 de θ. Là l'idée c'est un peu de refaire la même chose, c'est de écrire sinus sous la forme d'un nombre complexe, c'est-à-dire e puissance i sinus e puissance i θ moins e puissance moins i θ, le tout divisé par 2i. On met ça au cube, on obtient un certain nombre d'exponentielles, et à la fin on obtient des exponentielles avec du nθ, et on peut donc linéariser notre sinus cube θ. Donc il y a pas mal d'exos qui peuvent se faire un peu dans ce genre là. Donc c'est ce qu'ils font ici, hein, où là ils ont fait le cube, et à la fin ils obtiennent ce résultat là. Donc ça c'est des exos assez classiques, peut-être un peu poussés pour de la terminale, mais assez classiques. Alors maintenant on va repasser au lien entre les nombres complexes et la géométrie. Donc on en avait parlé un peu plus tôt.
Donc c'est notamment très utile pour le calcul de distance. On rappelle que si ZA et ZB sont les affixes respectifs des deux points A et B, alors on a AB qui vaut module de ZB moins ZA. Parce que ZB moins ZA, en fait, ça représente le vecteur AB. Donc son module, ça représente la norme du vecteur AB, et son argument, ça représente l'angle que AB fait avec l'axe horizontal. Donc par exemple, exemple d'exercice, si on veut déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que module de Z moins 2 est égal à module de Z plus I. Bah maintenant on peut repasser à la géométrie. On introduit A. Ici, on va introduire le nombre A qui a comme coordonnée 2 et le nombre B qui a comme coordonnée moins I. Alors là, c'est comme si on... Alors, les points M d'affixe Z, c'est comme si on avait la distance AM qui est égale à la distance BM. Parce qu'ici, le point B, son affixe, c'est moins I. Et le point A, son affixe, c'est 2. Donc, module de AM, c'est Z-2. Enfin, module, c'est... Non, norme de AM, c'est-à-dire la distance AM, c'est module de Z-2. Et la norme du vecteur BM, c'est module de Z moins I, c'est-à-dire Z plus I. Et donc voilà, en fait, on introduit A de coordonnées 2 dans le plan complexe et B de coordonnées moins I dans le plan complexe. Enfin, ou d'affixe 2 et d'affixe moins I plutôt. Et donc du coup, c'est les points M tels que AM est égal à BM. Et là, bah, géométriquement, on connaît ça, c'est-à-dire c'est la médiatrice du segment AB. Donc, autre petit exemple, qui est assez pratique. On veut déterminer l'ensemble. Donc là, on a un peu décrit par exemple une médiatrice avec ça. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Ce genre d'équation, ça décrit une médiatrice. Autre équation intéressante, ça c'est encore plus utile, je dirais. On veut déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z-3i est égal à 2. Alors, on fait pareil. On introduit le point C d'affixe 3i. On a alors, ça c'est la distance CM du coup. Et du coup, ça veut dire que c'est l'ensemble des points M tel que CM est égal à 2. Bah, l'ensemble des points M tel que CM est égal à 2, c'est le cercle de centre C et de rayon 2. Donc on voit vraiment ce lien très fort entre la géométrie et les nombres complexes, et ça permet de résoudre des problèmes de géométrie, et vice versa. Alors bon, je vais m'arrêter là. Hein. Alors là, c'était un peu... Maintenant, on peut calculer aussi les angles. Donc là, on avait fait un peu plus sur les distances, là on va faire sur les angles. Si A et B sont deux points distincts du plan complexe d'affixes respectives A et B, alors on a, petit rappel, argument de B moins A, c'est l'angle que fait le vecteur E1, c'est-à-dire le vecteur de l'axe horizontal, avec le vecteur AB. Donc cet angle E1 AB, donc E1 AB, c'est égal à argument de B moins A modulo de pi. Donc ça, je n'ai pas besoin de démonstration, on l'a bien assez répété. Et donc du coup, si j'ai A, B, C, 3 points de 2 à 2 distincts du plan complexe d'affixes respectives A, B et C, alors si je veux trouver l'angle CACB, bah, j'ai qu'à faire l'argument B-C de l'argument de B-C divisé par moins C. Donc pour faire ça, on peut faire argument de A-C, c'est l'angle entre E1 et CA. Argument de B-C, c'est l'angle entre E1 et CB. Or, on utilise la relation de Chasles sur les angles. Angle E1CB moins angle E1CA, c'est angle CACB, le tout modulo de pi. Et d'après les propriétés des arguments, argument de B-C moins argument de A-C, c'est argument de B-C sur A-C. Donc on a l'angle CACB qui vaut argument de B-C divisé par -C. Alors, petite remarque intéressante. Dire que les droites CA et CB sont perpendiculaires, du coup, ça revient à dire que les vecteurs CA et les vecteurs CB, alors à condition que les vecteurs ne soient pas nuls, hein, ça revient à dire que CA et CB sont orthonormaux. Ce qui revient à dire du coup que B-C sur A-C est imaginaire pur. Parce que
pour dire que b-c sur a-c est imaginaire pur, ça veut dire que b-c sur a-c est proportionnel au nombre i. Et s'il est proportionnel au nombre i, ça veut dire que son argument c'est soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. C'est-à-dire, c'est bien ce qu'on voulait, que les droites CA et CB sont perpendiculaires. Donc ça, c'est une remarque qui peut être intéressante. Alors, quelques liens entre les nombres complexes et certaines transformations du plan. Donc on va considérer une fonction f définie sur C à valeur dans C. Nous pouvons associer à cette fonction f la transformation ponctuelle t qui à chaque point m d'affixe z associe le point m' d'affixe z' est égal à f de z. Voilà. Donc quelque part c'est la représentation, enfin c'est la même fonction que f quelque part, sauf qu'à la place d'être dans C, c'est du plan dans le plan. Mais vu que le plan est C, ça correspond vraiment très bien, c'est vraiment quasiment la même fonction. Alors maintenant on peut commencer à utiliser une écriture complexe d'une translation. Donc si je fais une translation de vecteur u, qui lui est une affixe a, et cette transformation, normalement, elle transforme un point du plan M en un point M' du plan. Alors en fait, on a Z' qui est égal à Z plus A. En fait, ici, je suis parti de l'affixe de départ, j'ai rajouté l'affixe de mon vecteur, et tac, je tombe sur le point de l'arrivée. Et donc, la transformation f, la fonction qui a Z associe Z plus A, en fait, ça représente une translation de vecteur U, où U, son affixe, c'est A. Donc c'est ce qu'on avait dans le dessin un peu plus tôt, hein, et qu'on a dans le dessin ici. C'est ici, alors là j'ai mon vecteur OA, qui en fait était mon vecteur U, qui a une affixe A. J'ai un point M quelconque, OM, et bien la translation de vecteur OA, en fait ça revient à additionner A, petit a à Z, c'est-à-dire prendre le point M' qui est là. Alors maintenant, ce qui va être aussi très pratique, c'est l'écriture complexe d'une rotation. Donc maintenant, on va aussi pouvoir décrire une rotation très facilement avec les nombres complexes. Donc si j'ai une rotation de centre grand oméga, qui a comme affixe petit oméga, et d'angle θ, et donc c'est une transformation du plan, donc elle transforme un point M en un point M'. Et en fait, on aura du coup Z' moins oméga, qui sera égal à E puissance I θ fois Z moins oméga. Alors ça c'est peut-être moins évident. Donc ici je fais une rotation d'angle de centre grand oméga et d'angle θ. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Alors l'idée c'est vraiment que multiplier par E puissance I θ, c'est faire tourner d'un angle θ. Et ça c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est multiplier par E puissance I θ, c'est juste rajouter un argument. C'est-à-dire c'est vraiment faire tourner d'un angle θ. Donc ça graphiquement il faut vraiment le voir, que j'ai un vecteur, je veux multiplier par un angle, je le multiplie par U puissance I θ quelque part. Enfin je multiplie pas le vecteur, je multiplie son affixe. Voilà, donc ici j'ai mon point grand oméga. En fait l'idée quand j'ai une rotation c'est quoi? C'est que si je prends un point M, alors l'image de ce point M ça sera M', et ça sera le M' tel que grand oméga M, que l'angle grand oméga M et grand oméga M' sera égal à θ. Donc la définition d'une rotation c'est ça. C'est que la définition d'une rotation de centre oméga et d'angle θ, c'est que à tout point M j'associe un point M' tel que le vecteur oméga M, que l'angle entre le vecteur oméga M et le vecteur oméga M' est égal à θ. Et ça qu'est-ce que ça veut dire? Ben dire que l'angle entre ces deux vecteurs ça vaut θ, ça veut dire que argument... Ah oui non, ça veut dire que cet angle vaut θ et aussi qu'on a conservé la norme, hein. C'est-à-dire que, norme du vecteur OM est égale à norme du vecteur OM'. Et là j'ai décrit une rotation. Sinon c'est une transformation plus complexe. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part argument de Z' moins oméga divisé par Z moins oméga est égal à θ. Donc, et d'autre part ça veut dire que module de Z' moins oméga est égal à module de Z moins oméga.
Et donc ça... il me fait n'importe quoi, Ali. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, ça veut dire que ici, j'ai juste multiplié par e puissance i θ mon nombre, c'est-à-dire, je l'ai multiplié par un nombre qui ne change pas le module, parce que en effet mon z moins oméga, bah, j'ai pas changé son module en le multipliant par u puissance i θ. Par contre j'ai additionné θ à son argument, c'est-à-dire j'ai multiplié par u puissance i θ. Alors ici ils font une démonstration, voilà, donc ils disent que module de z moins oméga est égal à z moins oméga. Et donc à partir de ce système là, on peut en déduire que z' oméga sur z moins oméga est égal à e puissance i θ. Parce que leurs modules sont égaux et leurs différents arguments c'est θ. Donc à partir de là on peut dire ça directement. Donc voilà, faire une rotation, c'est faire z' moins oméga, enfin c'est z moins oméga fois e puissance i θ. Alors cas particulier, si oméga c'est le point 0, 0, enfin c'est-à-dire le point O, dans ce cas le oméga, bah, ses coordonnées, enfin son affixe c'est le nombre 0, et donc ça fait z' est égal à e puissance i θ fois z. Si θ c'est pi sur 2, dans ce cas on fait un quart de tour. Donc là ça fait z' moins oméga est égal à i fois z moins oméga. Et si en plus grand oméga à nouveau est égal à O, on a z' est égal à iz. Voilà. Alors maintenant, voilà, donc cadre un peu plus général, on va écrire donc l'écriture complexe d'une homothétie. Donc une homothétie c'est plus large qu'une rotation. Une homothétie ça a un centre grand oméga, et en plus ça a un rapport petit k, et ça transforme un point M en un point M'. De la manière suivante, on a z' oméga est égal à k fois z moins oméga. Donc ça c'est la définition d'une homothétie. Et en fait on verra que faire une homothétie, c'est comme d'une part multiplier toutes les longueurs, c'est-à-dire écarter ou rapprocher tous les points du centre par la même longueur. Donc c'est à chaque fois j'ai un point qui est en OM, le vecteur OM je le transforme en K fois OM. Mais en plus de ça, ensuite je fais une rotation. Et ici en fait je vais faire une rotation qui sera l'argument de K. Et je vais faire... Ah mince non, je suis désolé, une homothétie il n'y a pas d'argument. Donc K appartient à R. Donc l'argument ici est égal à 0. Donc je ne fais pas de rotation. Par contre, j'augmente en effet ou je peux diminuer les longueurs. Donc ici, ben, dire que tous mes vecteurs oméga m, je les ai transformés en k fois oméga m'. Non, je les ai transformés en k fois oméga m, c'est-à-dire on a oméga m' qui est égal à k fois oméga m. Et ben c'est vraiment la même chose que de dire que z' moins oméga est égal à k fois z moins oméga. Oui. Bon, dans le cadre des homothéties, k est un nombre réel. Et si en plus on voulait rajouter une rotation derrière, bah on n'aurait qu'à prendre k complexe. Voilà. Alors petite remarque, hein. L'équation paramétrique d'un cercle, du coup, ça va être l'ensemble des points z, tels que donc oméga, ça va être le centre, donc grand oméga là, plus r fois e puissance i θ. R c'est un nombre réel pour le coup, là on n'a pas... Enfin, vaut mieux choisir un nombre réel. Et e puissance i θ, et donc où θ on peut le faire varier entre 0 et 2π par exemple. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, quelque part, je me place au centre oméga. Ici, je rajoute à chaque fois r fois e puissance i θ, c'est-à-dire le point, du coup, il va être décalé de oméga par une distance r. Et l'angle par rapport à l'horizontale, ça sera e puissance i θ. Donc ici, on a bien l'équation d'un cercle. C'est l'ensemble des z tel que z est égal à oméga plus grand R fois e puissance i θ. Donc ça, c'est une remarque intéressante. Graphiquement, ça se voit assez bien, parce que si on additionne, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il me faut un petit schéma. J'ai mon oméga. Bon, imaginons que OM soit de norme 1. J'ai mon oméga. Je lui rajoute R fois U puissance I θ. Donc bon, c'est pas ce θ là, c'est le θ en question. Imaginons je lui rajoute R fois U puissance I θ et que θ c'est l'angle entre E1 et le vecteur oméga M'. Et ben là je vais décrire le point M'. Si je fais un autre θ, ben, je vais décrire un autre point du cercle. En fait, en faisant tous les RE puissance I θ, ben, en fait, je fais un cercle de rayon R et qui fait tous les points parce que je fais tous les arguments entre 0 et 2π. Et donc ici, ben, j'ai centré mon cercle en oméga et ensuite je rajoute à chaque fois RE puissance I θ, c'est-à-dire je fais tous les points de mon cercle. Alors ensuite on peut définir le barycentre. Donc le barycentre, c'est vraiment une correspondance encore entre les vecteurs et les nombres complexes, hein. L'affixe du barycentre, ça va être somme, enfin si j'ai le barycentre pour P allant de 1 à n des alpha P qui est différent de 0. Donc mes points A1 à n, ils ont comme affixe. Non, je fais le barycentre des points A1 à n pondérés par les coefficients alpha 1, alpha n, et j'ai la somme des alpha p qui est différente de 0, parce que ça c'est plus pratique pour les barycentres. Dans ce cas, j'ai l'affixe de mon barycentre, bah, c'est la somme des alpha p et zp divisé par la somme des alpha p. Donc quelque part, le barycentre, on retrouve bien que quelque part c'est la moyenne de tous mes z, c'est la moyenne avec des coefficients, donc moyenne pondérée des affixes des points. Et donc là c'est vraiment une correspondance entre vecteurs et points. Non, entre vecteur et affixe. Ici je peux définir le vecteur OG, c'est égal à la somme des alpha p vecteurs au AP divisé par la somme des alpha p. Donc ça on retombe bien sur la définition du barycentre. Alors, maintenant, petite équation. Donc maintenant, on va faire les équations du second degré. Donc au début, vous vous souvenez de l'introduction, on avait introduit le nombre i en parlant justement des équations du troisième degré. Bon, c'est quand même assez compliqué les équations du troisième degré, donc on va pas en parler ici, et surtout, honnêtement, on l'utilise jamais. Donc c'est pas très important. Mais celles du second degré, on les utilise très très souvent, même quasiment tout le temps, beaucoup en physique. Et avec les nombres réels, bon, on a déjà vu quand est-ce qu'il y a des solutions et quand est-ce qu'il n'y en a pas. Mais avec les nombres complexes, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va toujours y avoir des solutions. Donc je prends une équation du type ax carré plus bx plus c est égal à 0, donc équation du second degré, avec a différent de 0. Et cette fois, je cherche les solutions complexes, enfin sur l'ensemble des complexes. Donc x là peut être un nombre complexe. Donc je pose toujours mon discriminant delta est égal à b de moins 4ac. Et donc là je rappelle. Alors si attends. Donc là je rappelle que cette équation elle peut s'écrire ensuite sous forme canonique, c'est égal à x plus b sur 2a au carré est égal à delta sur 4a2. Donc si delta était positif, en première ça nous posait pas de problème parce que là on pouvait passer à la racine. Par contre si delta était négatif, on avait des gros soucis parce qu'on pouvait pas faire racine de delta. Mais dans les nombres complexes, delta, si on le prend comme un nombre complexe, et ben dans ce cas il admet deux nombres tels que ces nombres là au carré soit égal à delta. Donc on va poser, si delta est strictement négatif, on va vérifier que delta en fait c'est égal à i fois racine de moins delta. Donc on a bien le droit d'écrire racine de moins delta parce que delta est négatif, donc moins delta c'est positif, donc racine de moins delta ça existe. Et i fois racine de moins delta au carré, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins delta.
Et donc ça va nous donner delta. Mais là c'est vraiment parce qu'on pose le nombre i fois racine de moins delta, c'est un nombre complexe, c'est même un imaginaire pur. Et, euh, et donc c'est parce qu'on est dans l'ensemble des complexes qu'on a le droit de faire ça. Sur l'ensemble des réels, on n'avait pas le droit de faire ça. Alors du coup si delta est positif, bah, les solutions c'était comme en première, c'était des nombres réels, et c'était les nombres réels moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Et si delta est strictement négatif, ce sont deux nombres complexes qui sont toujours moins b plus, alors là, racine de delta, bah, enfin c'est la racine complexe quelque part. Alors on n'appelle pas ça, on le note pas de la même manière, mais donc c'est moins b plus i racine de moins delta sur 2a, et moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Et là on peut remarquer qu'en plus c'est deux nombres complexes qui sont conjugués, parce que d'un côté la partie imaginaire c'est le i racine de moins delta sur 2a, enfin c'est racine de moins delta sur 2a, et l'autre c'est moins racine de moins delta sur 2a. Et donc si vous vous souvenez, on avait parlé, quand on parlait du conjugué, on avait parlé des polynômes notamment. On avait dit que les racines d'un polynôme sont toujours conjuguées les unes avec les autres. Ici j'ai un polynôme du second degré, donc les racines sont bien conjuguées, sont bien des racines conjuguées avec moins b plus i racine de moins delta sur 2a, et moins b moins i racine de moins delta sur 2a. Donc à retenir, donc ça c'est super important ça. Alors c'est même important en ingénierie, ça peut surprendre, mais en fait, pour montrer qu'un système est stable ou des choses comme ça, que le système ne va pas exploser par exemple, des choses comme ça, ben, ce genre de truc est très utile en fait. C'est surprenant, mais en fait, c'est assez important pour ça. Donc à retenir, dans l'ensemble des nombres complexes, on peut toujours obtenir la factorisation suivante. A fois z au carré plus bz plus c est égal à a fois z moins z1 fois z moins z2, avec z1 et z2 les racines du polynôme z au carré plus bz, az au carré plus bz plus c. Donc en fait ce qui est intéressant c'est que sur c, si je prends un polynôme du second degré, je vais pouvoir le factoriser en deux polynômes de premier degré. Et en fait ça va être vrai même pour n'importe quel polynôme de degré n, je vais pouvoir le factoriser en n polynômes de degré 1. Et donc ça va être assez intéressant. Alors les équations du second degré à coefficient complexe, en fait ça marche exactement de la même manière. On a toujours moins b plus, alors ici ben, ça va pas être i racine de moins delta, mais ça va être le nombre complexe tel que ce nombre complexe au carré, ça va être égal à grand delta. Donc souvent on le note petit delta, et on note les deux nombres complexes delta 1 et petit delta 2, les deux nombres complexes tels que petit delta 1 au carré est égal à grand delta et petit delta 2 au carré est égal à grand delta. Et à la place on va avoir du moins b plus petit delta 1 sur 2a et du moins b moins petit delta moins b plus petit delta 2 sur 2a qui vont être nos deux solutions, mais avec moins b et a qui peuvent être complexes cette fois-ci. Mais c'est exactement le même raisonnement. Donc eux ils ont noté Z1, enfin eux ils sont partis pour re-raisonner sur les nombres réels, ce qui je trouve pour là est pour le coup un peu dommage. Donc je vais pas partir là-dessus. Donc du coup ça leur fait quelque chose d'assez compliqué. Donc voilà, ici, non, là voilà, ils font ce que j'avais dit. Donc ici, on note delta le discriminant. Ici, A, B et C maintenant sont des nombres complexes. Donc on note delta est égal à B au carré moins 4AC. Attention, cette fois-ci, delta appartient à C. Donc j'ai pas le droit de noter le symbole racine carrée. Donc à la place, je définis le complexe petit delta tel que petit delta au carré est égal à grand delta. On sait qu'en fait il en existe deux. Enfin non, qu'il en existe au moins un et qu'il en existe sûrement deux. Mais au moins un. C'est pas évident qu'il en existe deux parce que si grand delta c'est égal à 0, en fait c'est 0 et 0 quelque part. Alors la forme canonique permet alors de conclure z plus b sur 2a au carré c'est égal à delta sur 4a2, grand delta sur 4a2, ce qui fait petit delta au carré sur 4a2. En factorisant, on retombe sur z1 est égal à moins b moins delta sur 2a et z2 est égal à moins b plus delta sur 2a. Et donc du coup on a résolu dans C l'équation
de la forme AZ au carré plus BZ plus C est égal à 0, avec A, B et C des nombres qui pouvaient être complexes, Z des solutions dans l'ensemble des complexes. Donc là on a vraiment fait les équations du second degré dans l'ensemble des nombres complexes, ce qui est, je dirais, le cadre le plus intéressant. En fait je pense même par la suite on raisonne beaucoup plus souvent sur l'ensemble des complexes pour les équations du second degré et ce genre de trucs. Donc voilà, bon là je suis vraiment allé dans un peu de hors programme là sur la fin, mais c'est intéressant de voir ça un petit peu. Donc c'était un cours plutôt assez complet sur les nombres complexes. Maintenant il faut revoir un peu tout ça, il faut faire des exos. Les nombres complexes c'est un truc qu'on continue à utiliser par la suite. Et c'est un ensemble qui est quand même très intéressant. Donc voilà, donc vous avez vu votre première construction d'un ensemble, et même première construction d'un corps commutatif en réalité, ce qui est encore plus intéressant, avec l'introduction du corps commutatif C plus fois. Donc C muni des lois de composition interne plus et fois. Donc voilà pour ce cours-ci, et bientôt on va passer à d'autres chapitres, et là je pense qu'ensuite on va parler d'espace. Donc à bientôt.